Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous allons ensemble essayer de comprendre pourquoi certains liens familiaux deviennent toxiques. Toxique, c'est joli ou pas? Ouais, j'ai envie là, pour la dernière, l'accent du Sud. Hein? Jalousie maternelle, froideur émotionnelle, rapport envahissant. Comment oser se libérer de l'emprise d'un être cher? Aujourd'hui, notre invitée est une des plus grandes psychologues spécialisées en psychopathologie, auteure de best-sellers, Marie-Estelle Dupont. Je suis ravie de vous recevoir. Bienvenue. Merci Karine. Vous êtes rayonnante, hein, dès le matin, dès le dimanche matin, c'est magnifique. Et bien sûr, dans la famille qui fait du bien et qui vous veut du bien, deux frères de cœur, on peut dire ça ou pas encore? C'est trop tôt ou pas? Moi ça me plaît, moi ça me plaît. Binote. Deux frères de cœur, force jaune et force beige. Les Power Rangers. En tout cas, vraiment, on n'a même plus besoin de projecteur avec vous, hein, Binote. Voilà. Hein. Ne réglez pas votre télé. Il est vraiment jaune. Mais justement, vous êtes jaune et moi je vais vous parler des phénomènes étranges du soleil et d'un en particulier qu'on appelle l'énigme de la danse du soleil à Fatima. On a une réponse scientifique, vous allez voir. C'est magnifique ça. Et vous, Binote? Moi, je vais vous parler de 3 exercices pour bénéficier au mieux des pouvoirs du soleil. Et ici en plateau, on va pratiquer quelque chose qui va vous plaire. Ah, de toute façon, on adore toujours vos interventions. Hein. Marie-Estelle Dupont, je suis ravie de vous recevoir. Je vais vous faire une petite confidence. Vous savez où est-ce que je vous ai rencontré? Sur TikTok. Ah bah, en fait, où je ne suis pas. Sur les réseaux. TikTok. Je sais, mais tout le monde vous partage. Et je me suis intéressée, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant que je me suis intéressée à tous vos ouvrages. J'ai ramené carrément ma pile, j'ai tout lu. Ah, il en manque. Et il en manque, je sais. J'en ai sélectionné que 3, Bah oui. parce qu'on a 52 minutes et qu'on aime bien aussi rigoler. Dans l'émission. Il y a des petits moments rythmés dans l'émission. Je n'attends que ça. Et vraiment, je trouve que c'est incroyable. On va en parler dans quelques instants. On va commencer par l'antimère. C'est un de vos best-sellers. Alors, c'est votre témoignage autobiographique, hein, le travail que vous avez dû entamer pour détecter et puis peut-être identifier, oui, la jalousie de votre mère et vous en sortir. Hein, on pourrait dire ça. Avant d'en parler ensemble, parce que finalement, ça parle à tout le monde, les familles dysfonctionnelles. Hein, on va élargir le spectre. Mais avant cela, on a un petit jeu dès le départ. Maintenant, on lance un compte à rebours. Et à chaque fois, il y a un thème. Et cette semaine, si vous êtes d'accord, je vous laisse 20 secondes pour nous faire le portrait robot de l'antimère. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument. Alors, on y va. On va lancer l'image à l'antenne, parce qu'ici, on est hyper moderne. Par contre, on est très lent. C'est ça. Mais moderne. Et voilà. Le portrait robot. Attention, compte à rebours, on y va. L'antimère, c'est une mère qui ne sourit pas. C'est une mère qui est tournée vers elle-même et qui divise au lieu d'unifier. C'est une mère qui ne peut pas aimer, qui ne peut pas se connecter à son cœur et à son corps. Donc elle est coupée de sa dimension mammifère qui protège le petit. En fait, l'antimère, elle divise, elle met sous emprise, elle ne peut pas aimer. Et donc elle détruit pour maîtriser. Voilà. Eh ben... Bravo. Pas mal, hein? Maintenant, la même chose sur l'antimatière. Excellente question. Mais excellente question parce qu'en fait, antimère, ça résonne avec antimatière. Et c'est cette impossibilité du lien charnel à l'enfant qui protège, en fait, dans l'antimère. Donc, on a aussi choisi ce titre en pensant à antimatière. Alors, même si je disais que c'est un livre autobiographique et que c'est votre parcours, c'est pas du tout un livre qui se veut, revanchard. Loin de vous, l'envie de critiquer votre mère. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était un livre aidant, thérapeutique. J'avais une première question à vous poser. La jalousie d'une mère, est-ce que c'est la même? Est-ce qu'on peut la considérer comme une jalousie qu'on peut rencontrer de temps en temps dans la vie de tous les jours? Alors, effectivement, c'est pas un livre de critique, c'est pas un livre contre, c'est un livre pour. Voilà, c'est un livre pour aider et pour identifier ces mécanismes redoutables de jalousie dans les familles. Il y a des mécanismes communs à la jalousie, je dirais qu'elle est amplifiée et démultipliée parce que quand c'est la mère, normalement tous les mécanismes qui protègent la mère de cette ambivalence et de cette envie vis-à-vis de l'enfant, de cette envie destructrice, là ils n'agissent plus. Donc on peut avoir de la jalousie occasionnelle avec un conjoint qui ne nous sécurise pas ou avec une personne qui semble vraiment avoir beaucoup de chance et voilà, sans jamais être dans une jalousie familiale vis-à-vis de son enfant. Donc on sent bien qu'il y a des verrous qui ont sauté et que quand on peut en arriver à être jaloux de son enfant, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ocytocine, de l'hormone d'attachement en fait et de l'empathie qui n'est pas en place dans la personnalité. On peut être ponctuellement jaloux si par exemple on a été victime d'infidélité dans le couple précédent et que ça se règle sans jamais
éprouver la moindre jalousie vis-à-vis de sa fille ou de son fils. Donc c'est quand même un autre registre. C'est vraiment le registre d'une psychopathie, d'une dissociation vis-à-vis des affects, d'une incapacité à prendre sa place de mère protectrice et unifiante. Donc oui, on est dans un registre beaucoup plus dangereux, je dirais. Comment devient-on jaloux de son enfant ? Alors, je pense qu'on ne peut être jaloux de son enfant que si on ne s'aime pas soi-même, en fait, déjà, pour commencer. Parce que quand on est bien avec soi-même, ça semble complètement aberrant et complètement délirant de ne pas vouloir le meilleur pour son enfant. C'est-à-dire que moi, un des objectifs du livre, c'était de faire comprendre ça à des gens aussi qui, ne l'ayant pas vécu, restaient dans le déni. Mais c'est pas possible, c'est ta mère, elle a fait de son mieux, etc., etc. Ce mécanisme de la haine maternelle, finalement, à part Folcoche, dans la littérature, il est très peu décrit. On a décrit des pères qui n'aiment pas leur enfant, on n'a pas tellement décrit une mère qui n'aime pas l'enfant, parce que c'est contre nature. Vous verrez jamais un mammifère, que ce soit un chat, une lionne, etc., qui nuise volontairement à son petit. Elle aura le réflexe d'aller l'attraper par la peau du cou pour le tirer du danger. Et donc, il y a vraiment que les humains qui sont capables d'atteindre ces niveaux de perversité où, en fait, la mère est dans quelque chose qui est contre nature, qui est pour elle, ça a été dévastateur que je sois une fille, en fait. Elle avait l'impression d'avoir fait rentrer le loup dans la bergerie et que j'allais prendre l'attention des hommes de la famille comme si l'attention était un gâteau et qu'il n'y avait pas une place pour chacun. Donc je crois que ce sont des mères qui d'abord ne s'aiment pas elles-mêmes et ne se sentent pas en sécurité intérieurement, et puis qui comprennent pas et qui comprennent jamais qu'il y a deux places. Il y a la place de l'enfant, il y a la place de la mère. Ces places ne sont pas interchangeables et il y a deux corps. Parce qu'évidemment, il y a des mécanismes de fusion et d'emprise corporelle très forts que je décris dans le livre. Il y a deux corps, il y a deux psychés, il y a deux chemins. Et jamais ma fille ne me fera honte, c'est ma fille et je suis la mère. Et ça, c'est impossible pour ces mères-là. Et quelles vont être les conséquences ? Vous avez des exemples que vous citez d'ailleurs dans votre livre, que vous pourriez aujourd'hui nous partager. Une mère jalouse, qu'est-ce qu'elle fait en fait dans la vie de tous les jours dans sa famille ? Pour que les gens vraiment comprennent, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est un livre aidant et on va trouver des solutions ensemble ce matin. Mais avant cela, pour bien dépeindre finalement le caractère d'une anti-mère, entre guillemets. Alors, la jalousie, elle avance à visage couvert. Elle est sournoise. C'est-à-dire qu'une mère jalouse de sa fille ne va pas, devant tout le monde, montrer qu'elle est jalouse de sa fille. Elle va être toujours dans l'injonction paradoxale, des choses très pernicieuses, des humiliations qui se font passer pour de l'humour. Et donc ces petites attaques bien subtiles au moment de la puberté sur le physique pour que la fille ait honte de son corps et qu'elle ne se permette pas d'aller vers les garçons. Mais ses cheveux, vous le racontez. Moi, j'ai eu les cheveux quasiment rasés par ma mère, comme par hasard, à 12 ans, alors que je faisais de la danse classique et que, évidemment, le chignon était très important. Donc voilà, on voit bien la castration. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, qu'on avait reçu Raoul Barty, qui est un des plus grands guérisseurs, qui nous parlait justement du grand pouvoir des cheveux qui filtrait finalement. Qui protège c'est comme un filtre finalement qui nous protège de toutes les toxicités. Et je me dis, de couper les cheveux à sa fille, c'est un peu la laisser nue. Et dans le danger aussi. Nu comme un verre, voilà. Bien sûr. Donc voilà, la jalousie maternelle, elle se manifeste par une manière de saboter, de s'aborder. Je raconte dans le livre comment ma mère tente de saboter mes fiançailles, les humiliations quand j'étais petite, dès que je perdais mes cheveux, et c'était le fait de laisser des cheveux sur la tête d'oreiller devenait le prétexte pour me raser, parce que bien évidemment ma féminité allait devenir un danger. Le fait de pas du tout être dans la transmission quand la petite fille devient femme, mais au contraire dans l'humiliation pour qu'on ait honte de notre corps. Donc ça génère chez les petites filles qui deviennent adolescentes très souvent une image d'elles-mêmes très faussée, de la honte, des troubles alimentaires, parfois des scarifications. Moi je me suis jamais scarifiée, mais j'ai eu vraiment longtemps honte de mon corps. Donc ça sape ce rapport à soi, et surtout c'est des femmes qui vont toujours vous faire croire qu'elles vous protègent et que le monde extérieur est mauvais. Ça me rappelle les hommes de réponse, hein. Que tous les hommes sont des manipulateurs, parce qu'elles savent très très bien que c'est l'homme, c'est le tiers masculin, les copains, le petit ami, etc., les frères, qui pourraient vous tendre finalement la main vers le monde extérieur. Et elles, à défaut de pouvoir vous anéantir, elles veulent vous contrôler, vous coller à elles pour que vous deveniez comme elles, négative, dépressive, sombre, etc. Donc évidemment, j'étais pas faite pour être mère. Évidemment, j'étais trop ceci ou pas assez cela pour être heureuse en couple. Donc tout était matière à découragement en fait. Et aussi des moments où en fait finalement elle devient super sympa. Et derrière, en fait, c'est une caresse, une gifle. Hein, c'est un peu ça, finalement, dans la symbolique. Je crois que la caractéristique de la... moi, je découvre ce type de relation parce que même dans le cinéma,
C'est très peu raconté, ces relations C'est très vrai, complexes. ça. Tiens, on pourrait donner fille-mère. un sujet. Oui, la pianiste avec Isabelle tout à fait. Huppert, que ma mère, avec beaucoup de perversité, m'avait emmené voir avec elle. Donc j'étais complètement paralysée pendant le film parce que j'étais seulement en train de prendre conscience de ce que je vivais à l'époque. Rôle Mais tout en à fait pour Isabelle Huppert. La base de la perversité, c'est l'injonction paradoxale. Donc en fait, moi, j'avais jamais ma place d'enfant. J'étais jamais une enfant. J'étais soit son soleil, son dieu, son thérapeute, la seule qui la comprenait parce que les hommes étaient des salauds, soit une garce, voilà, il y a des mots extrêmement violents dans le livre que je ne vais pas répéter à l'antenne, une moins que rien, etc. Donc l'enfant doit essayer de trouver des repères alors qu'il est toujours dans l'excès. Je suis l'excès de rien, je suis le démon ou je suis Dieu. Et donc il n'a jamais sa place d'enfant en fait. Donc il doit savoir avant d'apprendre. Mais en même temps, s'il est trop intelligent, il peut démasquer la perversité. Donc il ne faut pas non plus qu'il donne trop son avis. Donc c'est toutes ces injonctions paradoxales. Et puis l'isolement. La base, c'est l'isolement. Moi, ma mère m'a coupé des hommes de la famille et a réussi à tellement diviser. Régner, en fait, finalement, avoir le plein pouvoir sur chaque personne de la famille. Que finalement, les hommes de la famille qui n'ont pas fait de travail sur eux pour comprendre les mécanismes de l'emprise sont encore complètement sous hypnose d'elle et la voient comme la victime de l'histoire, en fait. C'est ça. Donc, j'avais une question, mais je l'ai perdue. Vous êtes comme moi, vous êtes complètement non, parce que je trouve ça troublé par cette histoire. Non, mais c'est troublant, finalement, Ouais, ce genre de tout à fait. relation. C'est ça que je voulais vous demander. Les personnes qui lisent votre livre, et vous, justement, vous recevez tous les jours, puisque vous êtes aussi psychologue, comment s'en sortent-elles? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une mère épanouie, une femme heureuse aussi. D'ailleurs, c'est étonnant, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on peut se sortir de ce schéma? On peut s'en sortir en tant qu'enfant? En fait, si je pensais qu'on ne peut pas s'en sortir, et si je m'en étais pas sortie, j'aurais pas écrit le livre. Je fais pas des livres pour plomber les gens, moi. Je fais des livres pour les gens qui sont peut-être pas prêts à aller en thérapie ou qui comprennent pas certains de leurs proches et pour transmettre un message d'espoir. Moi, je pense que la vocation de l'homme, c'est d'être un alchimiste et que on a tous notre part de plomb qu'on doit transformer en or. Alors, il y a ceux qui passent leur vie à rien transformer et c'est dommage pour eux. Et puis, il y a ceux qui acceptent de se jeter aussi dans une part d'introspection et de pas seulement essayer de découvrir le monde extérieur, mais aussi leur monde intérieur. Et là, on peut transformer le plomb en or. Enfin, moi, quelque part, aujourd'hui, vous savez, on passe par plein d'étapes. Il y a le déni, il y a le chagrin, il y a la dépression, il y a la colère, etc. Et puis, à un moment donné, il y a presque une forme de... Je dirais pas de gratitude, parce que je suis pas dans le syndrome de Stockholm, je remercie pas ma mère de ce qu'elle m'a fait, mais il y a une forme de c'est OK, parce que finalement, ça a participé à ce que je sois pleinement consciente, quand je suis avec mes enfants, du bonheur que c'est qu'un enfant dépose en moi sa confiance. Moi, je suis bouleversée par le fait que mes 3 fils ont confiance en moi. On m'a tellement renvoyé l'image que j'étais rien, que ça m'honore. Et donc, quelque part, ça vient surligner le bonheur aussi quand on a surmonté ces choses-là. Et quand je permets à des patientes de passer de l'invisibilité, de la haine de soi, à un espoir, à une féminité reconquise, s'autoriser parfois à être mère, tomber amoureuse, s'autoriser la confiance, s'autoriser à être déçue aussi, s'autoriser à décevoir les autres. Mais c'est génial, je me dis, l'essai, il a été transformé. Vin, alors justement, vous qui êtes un expert en Ayurveda, en sagesse indienne, Au yoga, la oui. famille, voilà, ces paroles, qu'est-ce que ça vous évoque? Ce que ça m'évoque, c'est que dans le yoga, on a beaucoup de divinités qui sont représentées en famille. Le couple avec un enfant, le côté protecteur, etc. Donc c'est quelque chose voilà, qui est très placé chez nous, mais on pourrait en parler pendant des heures. Donc c'est important, c'est ça qu'il faut retenir. J'ai ma chronique qui arrive, donc pendant des heures, je ne sais pas. En tout cas, si j'étais sa mère, je le couvrirais de cadeaux et de câlins. Moi Et oui, bah oui. Et c'est la science du fantastique avec François. Oh là. Je vous offrirai à l'heure des mondes où il ne pleut pas, où le soleil est toujours présent, regardez, Oh là il là. nous entoure. Vous savez que je suis Un fasciné. soleil un peu ténébreux, hein. Non, parce que vous allez... Là, c'est le soleil, c'est le vrai soleil avec ces tempêtes solaires. Vous reconnaissez la musique qui est derrière? Oui, je me rappelle, c'était la bulle qui fait du bien à l'époque. Et tout le monde nous demandait d'ailleurs cette musique à l'antenne. Mais d'où vient la musique de François? J'ai reçu tellement de messages cadeaux
Redites-le, d'ailleurs, le lien. Elle s'appelle Ben Sound sur Little Planet. Si vous tapez ça sur Internet, vous la trouverez. Vous pouvez l'écouter, elle est libre de droit, c'est sublime. Sublime comme ce soleil, c'est le vrai, parce que moi je suis fasciné par les phénomènes étranges du soleil, les tempêtes solaires qu'on a connues. On en a beaucoup parlé tous les deux, Karine. Vous savez, les tempêtes solaires de mai-juin qui ont apporté des aurores boréales visibles jusqu'à la France. Ça a été un spectacle absolument sublime qu'on a partagé ici en plateau. Et bien, parmi les phénomènes solaires incroyables et inexpliqués, il y en a un en 1917 qu'on appelle l'énigme de la danse du soleil à Fatima. Alors, on est le 13 mai 1917, il y a 3 enfants à Fatima, au Portugal, c'est un petit village, qui font paître leurs moutons. Et tout d'un coup, ils voient une apparition, une grande lumière, et ils imaginent que c'est la Vierge Marie qui leur apparaît et qui leur parle et qui leur dit... Alors voilà. que c'était Vine. Alors, peut-être, voilà, maintenant, vous voyez, je comprends certaines choses. Non, la Vierge Marie leur aurait dit, eh bien, il va y avoir une immense apparition dans 6 mois, le 13 octobre 1917. Il faut que tout le monde soit là, car tout le monde sera empli de bonheur et de joie. Alors évidemment, les 3 enfants parlent à leurs parents, qui parlent à tout le village. Et 6 mois plus tard, le 13 octobre 1917, dans un champ, 70 000 personnes. Et ce que je vous dis, c'est documenté parce que il y a des journalistes et même des journalistes athées qui sont sur place et qui décrivent la scène. 70 000 personnes, le 13 octobre 1917, qui sont là dans un champ à regarder l'apparition décrite par la Vierge Marie. Donc tout le monde lève les yeux vers le ciel, il pleut des trombes, il ne se passe rien, et tout d'un coup, la pluie s'arrête. C'est comme si un rideau s'ouvrait et le public voit le soleil monter et descendre. Alors c'est absolument incroyable, quand on voit ça écrit, on se dit c'est une hallucination collective. Les gens ont peur, il y en a plein qui quittent le champ, qui partent en courant. Le journaliste décrit bien ce qui s'est passé, le soleil qui monte et qui descend, et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et 100 ans plus tard, aujourd'hui, les scientifiques apportent une réponse et disent on a observé un phénomène similaire. C'était peut-être pas la Vierge Marie, c'était un phénomène rarissime, c'est-à-dire on a 2 couches d'air, chaude et froide, avec au milieu des cristaux de glace qui reflètent la lumière du soleil. Et grâce à ces couches d'air, eh bien, ces cristaux de glace montent et descendent, et donc on a l'impression que le soleil danse. C'est vrai, ça peut être ça, sauf que il y a un petit détail auquel les scientifiques ne peuvent apporter aucune réponse. C'est que les enfants ont bien dit que le phénomène aurait lieu 6 mois plus tard, le 13 octobre 1917. Et ce phénomène est extrêmement rare. Comment ont-ils pu prévoir la date avec une telle exactitude? Eh bien ça, on n'a ni moi ni les scientifiques la réponse. Et ça reste donc l'énigme de la danse du soleil à Fatima, qui reste, notamment pour les catholiques, une apparition de la Vierge. Ouais. Voilà. Il y a un témoignage de l'existence et de l'apparition de la Vierge. Magnifique, merci Voilà. François. Je vais rebondir sur Sur le soleil? sur la foi. Parce que je sais que ça vous a beaucoup aidé. Vous dites que vous avez été happé par quelque chose de plus grand, finalement, très petite. Vous parlez du grand pouvoir de la prière aussi. Ça a été presque un exutoire pour vous? Ça a été un ancrage. C'est-à-dire qu'en fait, très petite, j'ai compris que ma mère dysfonctionnait complètement, mais je n'ai compris que très tard qu'elle me détestait, qu'elle n'était pas malade, que c'était pas elle la victime, etc. Donc pour traverser tout ça, pour traverser la maltraitance sans y laisser sa peau, sans avoir envie de se suicider, etc., évidemment qu'il y avait un ancrage ailleurs. Et en fait, ce que je me racontais petite, c'est que oui, ma mère était ma mère sur Terre et que je l'aimais plus que tout, mais que j'étais absolument persuadée qu'il y avait quelque chose de plus grand. Alors, j'étais quand même conditionnée dans mon environnement par le catholicisme. Je ne suis pas née en Asie dans un environnement bouddhiste, etc. Donc vous n'avez pas besoin de vous excuser. Ce support. Non, mais ce que je veux dire, c'était que mon milieu induisait que ce soit ce support-là, peut-être. Mais j'ai véritablement fait l'expérience de la grâce et l'expérience de la foi. Petite, c'est-à-dire que moi, quand je me mettais à prier pour ma mère, prier pour mes frères, prier pour mon père, etc., j'avais vraiment le sentiment de ne quasiment plus toucher le sol, de plus être là et de recevoir les grâces que je demandais. C'est-à-dire que je demandais de la force, je demandais l'énergie d'aider ma maman. Et en fait, j'ai jamais été trahie, quoi.
C'est-à-dire que ça m'a beaucoup ému ce qui a été raconté sur les apparitions à Fatima, parce que, en fait, quand tout part en vrille, vous vous rendez compte que si vous vous réancrez à ce truc-là, là-haut, on vous déçoit jamais. Et moi, je l'ai vécu quand j'ai failli mourir de ma deuxième méningite. Je ne sais pas si j'ai fait une near-death experience, mais en tout cas, à un moment donné où j'étais en train de partir, j'ai vraiment eu des visions que j'étais portée par quelque chose qui n'était pas dans la 3D. Donc, tout est énergie, tout est vibration. Et je pense que quand on prononce des mots dans la méditation ou dans la prière, on envoie aussi une intention au monde et que l'univers répond en écho à cette intention que l'on envoie. En tout cas, vous incarnez la grâce et la Ah bon paix. Et Vous m'avez donné des frissons. Je me rends compte merci. que tous les enfants ont d'ailleurs, vous le dites, hein, cet amour inconditionnel pour leurs parents. Quoi qu'il arrive, c'est incroyable. On en parlera en seconde partie de l'émission parce qu'on va voir ensemble aussi comment s'en sortir. Parce que c'est ça le but de ce livre, L'Antimère. Et puis on reviendra sur d'autres livres aussi que j'ai adorés. Vous restez avec nous, hein, surtout. plaisir. Vinote aussi. Ah, bien. Hein, parce que vous allez nous partager Évidemment. vos bonnes idées yogi pour bien profiter des chaudes soirées d'été à venir. À tout de suite après une toute petite pause, le temps d'appeler toute votre famille pour leur dire d'allumer ces 8. Voilà. Même si c'est un peu dysfonctionnel, c'est l'occasion de créer des liens. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous sommes avec la merveilleuse Marie-Estelle Dupont, psychologue spécialisée en psychopathologie, pour aborder un phénomène dont on parle peu et pourtant, et même encore un peu tabou, ce sont les liens familiaux dysfonctionnels. Mais avant cela, on fête l'arrivée de l'été avec Vinote, hein, qui nous tout feu tout flamme aujourd'hui, hein, et c'est le boost du week-end. Tout feu, tout feu. Ouais, c'est vrai. Vinote. Oui. Alors aujourd'hui, non, ne dites pas, on parle du soleil. Exactement, il n'y a plus besoin de parler. Alors c'est simple, j'ai envie de vous donner, et j'ai envie de donner à tout le monde 3 exercices pour bénéficier au mieux des pouvoirs du soleil. Mais avant ça, il faut savoir des petites choses qui sont très intéressantes. Le soleil, c'est le principal représentant de l'élément éther. Vous le savez, il y a 5 éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, et ce qu'on appelle l'espace dans le yoga qu'on appelle l'éther. Et cet éther-là, il est le plus palpable grâce au soleil. Il est présent partout, dans le matériel, dans le non matériel, il est présent partout. Eh bien, ce fameux éther, c'est le représentant aussi du chakra Vishuddhi, le chakra de la gorge. Donc, ceux qui savent, qui ont des problèmes au niveau du chakra de la gorge, le meilleur moyen de les régler, par exemple, problème ORL, problème d'introversion si on ne veut pas l'être, etc., simplement déjà s'exposer au soleil un peu plus longtemps. S'exprimer aussi, parce que parfois on a peur aussi de dire les choses, parce qu'on a la peur du rejet, et finalement ça bloque un peu le chakra de la gorge. Exactement, aussi. S'exprimer de manière confiante, c'est quelque chose qui génère de bonnes énergies. Heureusement, Marie-Estelle Dupont est là. Totalement connecté. Là, on se met au soleil. Voilà. Ça marche pas dans une cabine UV. Simplement déjà... non, ça ne marchera pas. Bonne question. Simplement déjà dit. s'exposer, je reste un peu soft là pour l'instant. Oui. Simplement s'exposer, c'est déjà quelque chose. Ensuite, on le sait bien, nombreuses civilisations anciennes, comme dans la mythologie égyptienne, ils représentaient le soleil comme des divinités les plus importantes. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Ra, ou qu'on appelait aussi Ré. Chez les Incas... N'importe quoi. On va Du tous les tout. faire. La création Ra. Chez les Incas, le protecteur du peuple, la divinité Inti. Chez les Hindous, le dieu Surya, qui pareil, le dieu de l'éveil, qui va vous faire éclore votre fleur de lotus. Oh. Donc, exactement. Donc nous sommes très connectés et très chargés par le soleil. Et de manière superficielle, on peut le savoir facilement comment. Si demain le soleil décide d'éteindre, j'éteins la lumière, demain je m'allume pas, les océans gèleraient en moins de 18 heures. Et voilà, on le sait bien, il nous resterait quelques jours à vivre. Donc on est très connectés, très dépendants du soleil. Déjà en prendre conscience, c'est beaucoup. Maintenant, ces fameux 3 exercices. Ah. La première chose que tout le monde peut faire, on va pas le faire ici, on va faire les 2 autres. La première chose, elle est très simple. Oui, chef. L'énergie. L'énergie du soleil au lever, au coucher et à midi, elle est très différente. Donc, ce que nous, on aime faire dans le yoga, c'est que avant que le soleil passe 30 degrés à peu près, donc à peu près ça comme angle, avant qu'il dépasse, au lever, on va faire ça. On va joindre les mains en namaskar et simplement, merci de me garder en vie. Parce que c'est Même s'il n'y a pas de soleil, il est toujours au-dessus des nuages. Exactement, il est toujours là. Pareil, la même chose une fois qu'il passe 30 degrés et la même chose une fois qu'il descend après ces Et fameux pourquoi les derniers mains jointes comme ça? Ça va activer énormément de nadis à l'intérieur du corps
et donc canaliser les énergies dans un certain sens pour être en gratitude notamment. Vous savez que ça active aussi la paix et l'amour? Et ben voilà. C'est pour ça qu'instinctivement, les enfants joignent les mains quand ils veulent quelque chose sans savoir. C'est pour ça que je le fais tout le temps quand je vous dis bonjour aussi. Oui, c'est vrai. Il faudrait que tout le monde le fasse. Ça. Maintenant, ces fameux 2 exercices qui vont beaucoup vous intéresser, Karine. Moi aussi, hein. Ah, mais c'est sûr. Je vous assure, c'est sûr. Non, c'est que pour moi la chronique. Non, du tout. Et tout le monde peut le faire à la maison, c'est très simple. Un exercice de respiration et un pranayam qu'on appelle et un mudra. Le mudra, déjà, on va l'activer tous ensemble. C'est le Varun Mudra. Donc, le sommet du pouce. Qu'est-ce que c'est un mudra déjà pour les personnes? Un mudra, c'est une position, une posture des mains qui va aussi canaliser et donner des directions à l'intérieur du corps au niveau énergétique. C'est des points d'acupuncture presque, hein? C'est presque ça, sauf que ça va jouer sur énormément de différentes choses. Varun Mudra, par exemple, il va activer l'eau dans le corps. Donc il va plus vous hydrater, il va étancher votre soif, réguler votre stress. Comme ça? Ouais, les problèmes de peau, de digestion, de tumeur. Juste ce mudra-là. Alors, regardez bien, essayez de l'afficher à l'écran si vous l'avez. On l'a montré. Ah, super. Ouais. C'est très simple. Pouce La caméra auriculaire. est là. Voilà, on essaye d'être vraiment sur le sommet et pas au niveau des ongles. Sur le sommet, vous y êtes. et on tend. Voilà. Voilà, super. Et Et rien les que autres ça, doigts, combien si de temps possible. Juste ça, le mieux, c'est pendant un exercice de méditation. Donc, on les pose sur les cuisses et on fait quelque chose, ce qu'on va faire. Nous, voilà, on le voit très bien. Nous, ce qu'on va faire avec ce mudra-là, déjà, on l'active, on le pose. Ce qu'on va faire, c'est Shitali. Shitali. Ouais, c'est un exercice qui va, vous allez voir tout ce que ça va générer, notamment clarifier l'esprit, les problèmes de peau, de tumeur. Juste en 3 exercices, vous allez le voir. C'est très simple. Je vous le montre une fois, après on le fait ensemble. On va mettre sa langue en cercle, comme ça. Aspirer très fort d'un coup. Fermer la bouche et expirer par le nez. Je savais que ça allait vous faire rire. Je le savais. Allez-y, montrez-nous. On le fait. Alors, je vous le montre une fois, regardez. D'accord. Vous le sentez un peu? Et donc, ça fait quoi? Et donc, Ça hydrate, non? alors, ça va clarifier votre esprit, réguler votre stress surtout. Ça va le faire chuter. Waouh. Ouais. Comme ça, D'inspirer et de ramener de la fraîcheur dans le corps. Si vous sentez le froid au niveau de la gorge, c'est encore mieux. D'accord. Ça peut venir avec l'expérience, mais c'est encore mieux. Avec les mains comme ça? Et la langue en les mains tournée. dans ce mudra-là, pour activer les éléments, plus l'exercice. On le fait? Vous êtes prêts, ceux qui le veulent? Vous arrivez à On tourner fait un votre gros langue? plan sur Laurent, sur François, pas Non, sur moi. Laurent. Notre réalisateur ne fera Non, pas mais de gros plans allez, je sur vous moi. regarde, moi. Non, parce que si là, il est trop tôt pour que je fasse ce genre de... On le fait qu'une seule fois. Alors, on le fait qu'une seule fois. Et déjà, ça va être assez. Allez-y, François. Oh, écoutez, regardez. Allez-y. C'est On essaie génial. d'expirer par le nez. Ah oui, c'est allez super. voir, En tout En cas, général, voilà, un moi, petit ça 5 va minutes. activer la joie en moi. C'est C'est déjà vrai, ça. c'est vrai. Un petit 5 minutes par jour, juste de ça, on va être beaucoup plus réceptif au soleil. Et donc, voilà, beaucoup plus recevoir ce qu'il est censé nous donner. Excusez-moi, parce que j'ai des vannes qui me viennent. Mais allez-y. Que je peux pas faire à Et l'antenne. bah, clôturer avec cette... Ah, vous ne Non, pouvez non, pas les faire avec non, mais... l'antenne. Et donc, comment s'appelle ce... L'exercice, c'est Shitali. exercice Le Shitali. mudra, c'est Varun Mudra. Et la combinaison des deux crée de belles choses pour cet été. Je vous oui. conseillerais de l'essayer un petit 5 minutes, vous allez le voir. Voilà, parce que c'est Pas important ici, de profiter. C'est vrai qu'on dit tout le temps, maintenant, le soleil, il faut s'en protéger, c'est mal, c'est mal. Revenir vraiment au sacré et redonner vraiment, voilà. De manière naturelle, la reconnaissance au soleil. la nature nous guérit. C'est vrai. Il faut être un peu plus réceptif. C'est tout ce que... Et là, c'est fini pour vous. J'en suis réceptif. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez aimé ou pas Marie-Estelle Dupont? Bien sûr. Vous aimez ce genre de choses, les médecines un peu alternatives, Bah, de toute les façon, thérapies? les dépressions saisonnières, c'est pas un mythe. Je veux dire, les pays où il fait nuit très très tôt, les gens essayent de s'exposer à la lumière matinale parce que ça active la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, ça active les petites mitochondries, nos centrales énergétiques. Donc, on sent tous que là, quand même, où il fait novembre depuis 10 mois, Au nord de la Loire. on a moins la particulièrement, pêche. ouais. On a moins la pêche que quand on a un vrai printemps. L'antimère, hein. On était sur ce livre-là, avant de présenter les deux autres, que j'ai aussi dévorés. Petite question, peut-on véritablement s'en sortir et comment alors? Parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Donnez-nous des clés précieuses qui nous permettraient... Est-ce que déjà il faut couper les liens? Ça c'est une question que se posent souvent les enfants. Est-ce qu'on doit couper les liens avec nos parents? Un parent toxique ou pas? Alors, moi, je ne suis pas gourou, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Je peux accompagner un processus. Comment on s'en sort? D'abord, on s'en sort, en fait, en comprenant que le parent pervers, il vous retient
toujours par votre ego mal placé. Et qu'en fait, si votre ego pense que pour être un adulte équilibré, il faut bien s'entendre avec tout le monde, vous restez dans le piège. En fait, être un adulte équilibré, c'est être en capacité de discerner ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, et de prendre mes responsabilités, c'est-à-dire si nécessaire m'éloigner, mettre de la distance, voire couper les ponts. En mettant mon ego dans ma poche, tant pis si on ne comprend pas, je peux tolérer de décevoir, je peux tolérer de ne pas être comprise, je peux même tolérer d'être jugée, parce que finalement, tant mieux pour les gens qui n'ont pas vécu ça, qui ne l'aient pas vécu. Voilà, et c'est OK. Donc en fait, si on lâche l'ego, on est libre. Le mauvais ego, on a tous besoin d'un peu d'ego et d'un peu de narcissisme, mais le mauvais ego nous retient en fait dans la perversité. Et puis il faut énormément de patience. Il faut épouser la solitude, épouser la douleur, dire là ça va pas du tout, c'est OK, je suis sur la phase où ça va pas du tout. Mais en fait, si je suis dans la fuite en avant, si je suis dans la compensation, dans le divertissement, dans l'addiction, dans la consommation, je vais jamais la transformer. On peut pas éduquer un enfant qu'on n'aime pas. Eh ben c'est pareil. On peut pas dépasser une étape si on n'accepte pas d'être à cette étape. Donc il faut accepter d'être super patient. Et moi je dis à mes patients, mais vous savez, j'étais déjà thérapeute, j'étais déjà mariée quand il y a eu encore des étapes clés où j'ai compris des choses, parce que le déni vous permet de survivre dans la maltraitance. C'est que si vous vous prenez dans la face à 8 ans que votre mère vous aime pas, vous n'avez pas d'issue. Donc faut tolérer que bah oui, ça va être nécessaire d'être dans l'humilité et en même temps dans l'ancrage, la fierté, l'obstination, la patience, et que on est quand même beaucoup mieux seul qu'avec des gens qui ne veulent pas comprendre, et que être seul, ça va être l'antichambre de nouveaux liens qu'on va créer au bon endroit. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de nous encourager aussi à accepter cette notion d'exploration intérieure et ne pas être dans le... Enfin, tout le temps vouloir... oui, parce que je crois que la grande... Voilà, c'est ça, exactement. La grande erreur de l'homme occidental, c'est qu'il a clivé le monde extérieur et le monde intérieur, et il est frénétique avec le monde extérieur, et en fait, il est dans une fuite de l'introspection. Mais si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. On court comme des poules sans tête vers la réussite, etc. Et finalement, on se plante et on se prend toujours les pieds dans le tapis au même endroit parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Donc moi, je crois que le connais-toi toi-même de Socrate, c'est un petit peu la base à laquelle il faut revenir. Finalement, vous êtes en train de dire que toutes les personnes qui vivent justement encore certaines blessures de l'enfance, c'est important de se poser et d'être un peu seul, et même de ne pas avoir de relation amoureuse. Mais je crois que la base de la spiritualité, déjà, c'est d'accepter qu'on est tous blessés, qu'on est tous dans la finitude humaine, en fait. Et une fois qu'on peut accepter cette idée qu'on est blessé, ne serait-ce que par notre finitude, on peut commencer à en tirer quelque chose et à bosser sur soi et à découvrir son véritable pouvoir, et non plus l'illusion du pouvoir narcissique. On n'a plus besoin de manipuler les autres, en fait, parce qu'on active son propre potentiel. Et d'ailleurs, j'imagine que si je vous demande à chacun de vous, tout le monde a eu des problèmes dans sa famille. Vous êtes mais bien sûr, puis le transgénérationnel, vous savez, moi j'ai des patients qui portent une blessure. Oui, sans détail, mais oui. Oui, oui, bien sûr. Où on peut prendre le rôle du parent à la place du parent, par exemple. Tout à fait. Et ça, c'est difficile après de prendre sa place. Mais parfois avec les grands-parents aussi, hein. Oui, la relation grand-parent, petit-enfant aussi, ça peut être... Moi, je dis toujours que le plus joli cadeau de naissance qu'on puisse faire à un enfant, c'est d'avoir fait quelques mois d'introspection. Parce qu'en fait, vous voyez, là, j'avais un patient hier qui a une très très grosse blessure d'abandon. Et en fait, lui n'a pas du tout subi d'abandon avec ses parents seulement. Son père a une blessure d'abandon gigantesque. Et donc, en fait, il s'est récupéré le truc que son père n'a pas réglé. Donc, c'est le transgénérationnel aussi. Voilà, faut regarder. Vous voulez dire quelque chose? Et exactement, je voulais... on dit dans le yoga, au niveau du karma, que lorsqu'on s'incarne dans une vie, on vient et les parents vont être notamment un des plus gros challenges. Donc, on doit le savoir, on est censé le savoir qu'on a des choses à surmonter au niveau des parents, dans la majorité des cas, et qu'on ne va pas y arriver en fuyant, mais en s'affrontant soi. Oui, et on dit aussi que dans la sagesse orientale et asiatique, les parents, les enfants aident les parents à changer, à grandir, ouais, à faire leur révolution humaine, entre guillemets. Hein, nos enfants sont nos maîtres, ils nous font développer nos vertus de patience, d'humilité, de remise en question. On ne peut pas tricher, en fait, devant un enfant, il voit tout. Et dans la sagesse chrétienne, on dit « tu quitteras ton père et ta mère ». Moi, je trouve cette phrase magnifique. Pour se déculpabiliser, justement, de prendre de la distance avec son héritage familial, il faut revenir à cette phrase « tu quitteras ton père et ta mère ». C'est-à-dire que ton destin d'homme ou de femme, c'est de trier le bon grain de l'ivraie, de garder ce qui est bon et de laisser le reste.
et de pas vivre dans les projections des peurs de ses parents ou des problématiques pas réglées. Et Que en font les bouddhisme, animaux de toute une Que vie. font les animaux? oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Leurs parents, voilà. Et en bouddhisme, pareil, la plus belle dette de reconnaissance qu'on pourrait avoir envers les parents, ça serait de devenir heureux soi-même. Oui, bien sûr. Et ça, Bien sûr. c'est libérateur. Surtout aujourd'hui, quand on a souvent des parents dont on est un peu sous leur emprise. Dépendants, ouais. Dépendants. Quelles vont être les séquelles que va développer l'enfant au fil du temps, l'enfant adulte finalement, lorsqu'il est sous l'emprise d'une mère jalouse? D'abord, c'est qu'il se construit dans une culpabilité qui est absolument dévastatrice parce que il est dans un dilemme qui est insoluble, c'est-à-dire est-ce que je choisis ma propre santé mentale, mais j'ai l'impression d'abandonner ou de trahir mon parent, ou est-ce que je regarde la réalité en face et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc il y a d'abord cette culpabilité d'exister. On a le sentiment qu'on a été un problème en fait, qu'on a été le problème de son parent. Et puis donc une image de soi qui est très négative parce que dans la perversité, il y a les actes, dans la maltraitance, il y a les actes commis, mais faut comprendre qu'un traumatisme, il a deux faces. Il y a les actes commis, les traumas agis, et en face, il y a toujours un trauma en creux. C'est-à-dire que quand un acte d'insulte ou d'humiliation est commis, il y a aussi un acte qui est omis en face. L'acte de tendresse, l'acte d'inspiration, l'acte de confiance, le fait d'ancrer dans l'enfant le fait que quoi qu'il lui arrive, il peut venir en parler à son parent. Tout ça n'existe pas quand vous êtes avec une mère maltraitante ou jalouse ou un père pervers. Donc l'enfant va devoir se construire sans ces repères-là. Et très souvent, le stress que ça a généré au niveau cérébral déclenche des problèmes inflammatoires, déclenche du stress chronique, des problèmes de peau, des problèmes digestifs. Alors, problèmes digestifs et de sommeil, évidemment, sur toutes les fonctions vitales qui, en fait, se mettent en place parce que la mère est dans un accordage avec son bébé et quand cet accordage est foiré, eh ben, évidemment, le corps va l'exprimer pendant très longtemps. Donc moi, ça a été, mon corps a été mon guide thérapeutique. C'est-à-dire que je parle dans Se libérer de son moi toxique du fait que c'est justement avec ma deuxième méningite que je vais comprendre le pouvoir de la méditation et du fait de visualiser ce que je veux au lieu d'être dans une mentalisation anxieuse et qui va me permettre d'aller vers là, de mettre mon cerveau en direction de ce que je désire et de ne plus être en guerre à l'intérieur de moi-même en fait, parce que l'enfant intériorise cette haine et ce rejet et se parle comme on lui a parlé. Pendant très longtemps, je me suis parlé comme elle me parlait, donc je me parlais en m'insultant en fait. Donc c'est apprendre cet amour inconditionnel de soi qui permet ensuite d'être bien avec les autres, parce que justement, quand on n'est pas bien, on peut s'éloigner. Donc si on sait qu'on peut s'envoler quand la branche est fragile, est trop fragile, bah, finalement on peut se permettre d'aller vers les autres et d'être en lien avec eux parce que on sait quelles sont nos limites. Est-ce que vous pensez que le parent toxique qui nous regarde ce matin se reconnaît, ou sa seule porte de survie, c'est justement le déni ? Alors, il y a trois effets quand on parle de ces choses-là. Alors, il y a ceux qui ont un rejet, donc qui vont vraiment détester. C'est des psys, c'est des gens qui qui sèment le mal dans la famille, etc., etc. Donc, ils sont en rejet total parce qu'ils sont pas prêts à accepter qu'il y a peut-être eu de la toxicité chez eux ou chez leurs parents. Quand même, dans la construction de leur identité. Il y a ceux qui vont déclencher un travail en se disant mais zut, en fait, je suis en train de réaliser qu'il y a une forme d'ambivalence et qu'effectivement, je traite peut-être pas ma fille comme mon fils, ou voilà, parfois je la casse un peu quand elle sort en jupe et qui vont peut-être se dire mais il y a quelque chose chez moi qui va pas bien, j'ai pas fait la paix avec mes déceptions de femme et je suis peut-être en train d'empêcher ma fille, et qui là vont appeler et qui vont dire on aimerait bien faire un travail sur nous parce que j'ai peur de faire du mal à mon ado et je trouve qu'elle va pas bien. Et puis, il y a ceux qui sont dans un déni complet, circuler, il n'y a rien à voir, c'était très intéressant, mais on n'est pas concerné, quoi. Mais les grands pervers ne déclenchent pas de travail sur eux, hein, c'est les victimes qui viennent bosser, c'est pas les grands pervers. Hein. Être parent en temps de crise, c'est votre dernier livre chez Très Daniel. Alors ça aussi, vous faites le bilan finalement de l'après-Covid. Alors, on aurait tellement de choses à dire sur ce livre-là. Ça à lire. Les parents devraient tous le lire. Sérieusement, hein. Non mais vraiment, parce que déjà ce que j'aime beaucoup, c'est que vous mettez tout le temps la jeunesse en avant, les enfants avant tout, parce que c'est demain, mais c'est aussi aujourd'hui, les enfants, et vous parlez d'eux, et c'est triste finalement de voir que, je vais vous poser juste une question avant de passer au coup de cœur, mais voilà, vous dites qu'ils ont du mal à aujourd'hui à créer du lien. Les enfants ont du mal à créer du lien l'après-Covid. Ils manquent parfois d'empathie aussi. Son manque de joie. Et vous dites aussi, vous parlez même de la sexualité.
hein, qu'ils ont un rapport avec, Avec justement le corps. l'autre, l'amour, Avec le mais ils corps, sont ouais. déjà désabusés. Et, très désabusés, Racontez-nous un petit peu comment faire. Je dis dans le livre que leurs besoins sont nos devoirs et que je crois que la société actuelle a un peu tendance à oublier parce qu'on est dans une société qui a perdu le sens du sacré et de la spiritualité. Donc on a réduit la transmission au patrimoine, en fait, au matériel. On se dit plus qu'est-ce que je transmets à mon enfant. Et on a bien vu pendant la crise Covid comment en fait on a complètement nié la différence des générations. On a mis tout le monde sur le même plan pour une maladie qui ne les concernait pas. Et nous, on alertait en disant, mais ils ont des besoins vitaux. Pour eux, le lien, c'est vital. C'est pas nous, ne pas aller au cinéma 3 mois, quoi. Chez eux, c'est vital, c'est constitutif de leur identité. Donc, c'est des compétences sociales qui vont pas se mettre en route. On va avoir des dégâts, ils vont être déprimés, violents. Alors, à l'époque, on n'avait pas les chiffres, donc on disait, mais non, les psys exagèrent. Aujourd'hui, on a les chiffres, malheureusement. Malheureusement, on a raison, voilà, mais dans cette société algorithmique, on attend toujours les statistiques pour écouter les cliniciens, c'est un peu triste. Et je crois que nous, les parents, on a vraiment un travail à faire de pas de côté sur cette société qui leur parle que de crise. Ça fait 40 ans qu'on parle que de crise économique, de crise écologique, de fracture sociale, de crise machin, de crise géopolitique. Et en fait, On n'a pas le temps. quand Moi, est-ce j'ai qu'on pas le temps. Moi, j'ai pas le temps pour la crise. Non, mais je vais vous dire une Quand chose. est-ce que déjà Autrefois- juste on se pose 2 secondes pour dire waouh, merci, mais il est là ce bébé, elle est là cette petite Non, mais c'est fille. surtout qu'ils sont dans le moment présent. Émerveillons-nous déjà du fait qu'ils sont là. Et qu'est-ce qu'on leur donne à voir? Est-ce qu'on les autorise à rêver? Moi, je crois que ces enfants désabusés ne rêvent pas parce qu'on ne les a pas suffisamment rêvés nous-mêmes. Et donc, c'est difficile pour eux de se projeter avec des adultes qui sont dans l'instantanéité tout le temps. Donc faut se relier. L'enfant, c'est à la fois ce qui nous renvoie à notre animalité de mammifère et à notre dimension sacrée. Et donc dans le livre, j'essaye d'aider les parents, voilà, pas se laisser abattre par le bilan qui est quand même un petit peu inquiétant de l'après-Covid, mais à se reconnecter avec tout leur pouvoir de parents parce qu'on est quand même les premiers tuteurs de nos enfants. Et oui, vous avez une responsabilité. Et d'ailleurs, quand je disais j'ai pas le temps, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on me parle de peut-être la possibilité d'une 3e guerre mondiale, etc., je fais ah mais ça c'est votre réalité, moi je peux même pas entendre. Je me dis déjà la paix, ça commence en bas de chez moi, avec mes voisins, à la boulangerie. À l'intérieur. Et bien sûr, mais ce que je veux dire à partir de là, l'action aussi, l'action avec les autres, le lien. On a perdu le lien relationnel. Et c'est important de le retrouver avec la personne qui est déjà en face de nous. Faites la paix en achetant une baguette. Eh bien oui, mais bien sûr. Vous avez raison. Cassons le pain ensemble. C'est un peu ça. Dernière question, et après on passe au coup de cœur, parce que j'ai une amie qui m'a appelée dernièrement et qui m'a dit, Karine, je deviens... c'est comme si elle avait créé en elle une sorte de dysfonctionnement. Elle est jeune, hein, elle a 20 ans. Elle scrolle toute la journée, TikTok, les réseaux sociaux, etc. Elle procrastine du matin au soir. Elle n'a plus d'engouement, elle n'a plus d'envie. Elle est déprimée du coup. Elle est déprimée et elle est addicte à ça. Comment vous l'expliquez? Comment on pourrait encourager la jeunesse aujourd'hui? Oui, mais en fait, c'est extrêmement addictif. C'est-à-dire que ça active les circuits de récompense dans le cerveau au niveau de la dopamine et c'est une drogue dure comme le sucre, en fait. C'est-à-dire que l'individu n'arrive plus à s'en passer et ça réduit énormément les capacités d'attention, concentration. Malheureusement, il faut le traiter comme une toxicomanie et qu'elle s'impose à elle-même une forme de sevrage et qu'elle se permette progressivement de laisser son téléphone dans une autre pièce ou quand elle est dans la voiture, d'aller laisser son téléphone à l'appartement sur des séquences courtes de temps, parce que ça va déclencher de l'angoisse. Ça va déclencher de l'angoisse. Hein. Donc, faut le faire faut qu'elle se traite progressivement. Je le laisse 10 minutes. Je l'emmène pas aux toilettes. Je l'emmène pas dans la salle de bain quand je me prépare. Je l'emmène pas quand je vais faire un tout petit trajet en voiture parce qu'en fait, la seule personne que je dois pouvoir joindre, elle est avec moi dans la voiture. Progressivement comme ça, elle va voir qu'il ne se passe pas de catastrophe. Quand elle laisse son téléphone et qu'elle est déconnectée, et au contraire, il se passe plein de choses merveilleuses, c'est-à-dire qu'elle se remet à lire, elle se remet à penser, elle se remet à rire, elle se remet à sourire, elle se cogne plus dans les gens dans la rue, et voilà. Mais en fait, à un moment donné, il faut le traiter comme une addiction et faire un sevrage. Retrouver aussi du lien avec les relations humaines nous permet la connexion aussi au vivant, la forêt, et tout ça, c'est des choses quand même, des petites clés précieuses. Mais c'est les clés de l'incarnation en fait, Voilà, c'est-à-dire que le fait que les jeunes aillent draguer sur les réseaux plutôt qu'en face à face, il y a une désincarnation du lien qui est très triste. Vous parlez de tous ces sujets dans votre dernier livre, Être parent en temps de crise. Vraiment, ça peut sauver en ce moment, je pense, parce que vous donnez des véritables solutions. Vous restez avec nous, Marie-Estelle Dupont. Merci. C'est le moment tout de suite de retrouver le coup de cœur. Vous allez voir, on a invité aujourd'hui un jeune homme, il est hyper touchant.
Sofiane Kayach, je suis ravie de vous recevoir. Vous venez nous présenter votre livre, Ma routine anti-inflammatoire. Et votre histoire est assez touchante. C'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui. Parce que vous avez fait finalement de votre maladie, vous avez une sclérose en plaques, vous l'avez transformée en mission pour les autres. C'est ça. Racontez-nous comment. Je l'ai transformé en lumière. Donc, en effet, en 2015, j'avais 22 ans, je vous laisse imaginer. La force de l'âge, on veut croquer la vie à pleines dents, on est prêt à tout. Et tout à coup, le diagnostic tombe, sclérose en plaques. Et là, donc, le docteur qui m'annonce que j'ai une maladie à vie, qui est incurable, que je vais devoir prendre un traitement à vie. Et là, à ce moment-là, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et je rentre dans une phase que j'appelle le déni. Donc, dans ce déni, il y a beaucoup de peur, d'inconfort, d'insécurité, de doute. C'est un moment très, très, très difficile. C'est un moment où on est vraiment, on est fermé, on est en position fœtus et il n'y a rien qui peut passer dans le déni. Petit à petit, après quelques années, je suis rentré dans ce que j'appelle l'acceptation. Et là, donc, c'était plutôt les bras ouverts, le cœur ouvert, un peu plus vulnérable. Mais l'acceptation m'a permis de devenir acteur, en fait, de ma santé. Et donc, depuis, vous mangez mieux? Vous vivez mieux? D'où ce livre, Ma routine anti-inflammatoire? Depuis, je mange mieux, je bouge mieux et je pense mieux également. Oh, c'est joli. Et je pense que c'est les trois choses qui sont super importantes dans la vie, mais lorsqu'on a une maladie également, vu qu'on est holistique en fait comme personne, comme on est nous sommes un être complet dans son entièreté et on a besoin bien entendu de la nourriture pour nourrir son temple finalement. Donc bien manger et aujourd'hui malheureusement dans cette société, on vit dans une société qui est très inflammatoire, très nocive. L'alimentation moderne, l'alimentation transformée. Et d'ailleurs, en découle de la colère, de Bien trop sûr. de feu intérieur. Et en découle le syndrome du côlon irritable. Exactement. Pour être très factuel. Pour être très factuel. Et donc? Exactement. Donc cette alimentation moderne, elle va venir mettre de l'huile sur le feu, justement. Donc je fais un gros travail de sensibilisation sur l'alimentation ultra transformée, qui est pour moi l'un des ennemis numéro 1. Et il faut savoir qu'en France, 30% des calories ingérées viennent quand même des aliments ultra transformés, qui sont de la nourriture totalement morte et qui peuvent être délétères. Donc l'alimentation, c'est la première chose. Ensuite, bien entendu, il faut bouger son corps, bouger son temple. Et encore une fois, je vais parler d'épidémie de notre décennie, qui est le stress. Le stress, on est tous très stressés. Les villes, le bruit, le travail, les responsabilités, les enfants. Bon, j'en ai pas encore, mais j'imagine que ça ajoute une petite dose de stress parfois. Donc bouger son corps fait aussi partie du terreau nécessaire pour aller mieux. Et enfin, ça c'est ma découverte la plus récente et sûrement la plus puissante, c'est le bien penser. C'est qu'en fait, tout part de là. L'esprit. C'est l'esprit. Et à qui le dites-vous? Cette émission prône exactement ce genre de choses. C'est se faire du bien, nourrir les pensées positives. C'est un art martial de l'esprit, en fait, finalement, devenir heureux. C'est une gymnastique. Et c'est pas que devenir heureux, même si, en effet, on peut cultiver ce que j'appelle le bonheur immunitaire et qui est nécessaire. Oh, c'est joli. C'est vrai que plus on est heureux, plus on est bien, moins on a de stress, moins on a d'inflammation. Et globalement, on se porte beaucoup mieux. Mais c'est aussi que comprendre que finalement rien n'arrive par hasard. Moi j'aime bien dire, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Et on a la capacité de tout transformer, et je défie littéralement toute personne, aujourd'hui même les téléspectateurs, J'adore les défis. de prendre un défi qui a été surmonté. Il y en a plein, trauma d'enfance, rupture amoureuse, une maladie, et quelqu'un qui voit ce défi et qui n'a pas trouvé de lumière derrière. Je pense que c'est littéralement impossible. Bravo. On peut toujours trouver de la lumière dans l'obscurité. Merci Sofiane Kayach, Ma routine anti-inflammatoire. Finalement, c'est pour tout le monde. Acné, eczéma, asthme, douleurs articulaires, maladies chroniques, maladies auto-immunes, endométriose aussi. On en parle de plus en plus. Bref, 50 recettes
des conseils, voilà, pour se connecter à votre cœur, à votre vibration, grâce à votre livre. Merci d'être venu. Vous restez avec nous parce qu'on a une petite Tradition, parce que vous connaissez le MAG. Je connais le mag. Oui, d'ailleurs, je fais quand même, et je vous félicite, vous allez remplacer Jimmy Mohamed sur RTL tout l'été. Eh ben, je vous félicite. Merci. Donc vous êtes anti-inflammatoire pendant le soleil, l'été. C'est drôle quand même. Hein, vous allez amener de la fraîcheur. Allez-y, prenez une petite phrase. Marie-Estelle Dupont, vous aussi. Donc c'est un téléspectateur qui nous envoie une petite phrase qui fait du bien, voilà, d'un auteur connu. Et puis on la lit pour encourager tout le monde ce matin, en ce dimanche matin. Honneur aux femmes. Marie-Estelle Dupont, vous commencez ? Nous n'avons qu'une seule planète Terre et nous devons la préserver. Dalai Lama, envoyé par Patricia. Magnifique, ça vous plaît ou pas ? Ça vous parle ? Et bien sûr, oui, Bon. ça nous parle à tous. Gaïa, Pas trop. Oui, parce que j'attends qu'on... Gaïa, la mère de tous. C'est vrai. Alors, quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant. De Paulo Coelho, donc la citation, mais Coelho, envoyé par Pauline d'Auvergne. Merci, Sofiane. Vin, Envoyé par Adeline du Nord, tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Jean d'Ormesson. magnifique. Alors, elle est un petit peu longue, donc installez-vous, ça peut faire office de dictée si vous voulez. La vie, ce n'est pas souhaiter être ailleurs ou quelqu'un d'autre, c'était pas terminé. La vie, c'est apprécier où vous êtes, aimer qui vous êtes et améliorer constamment ces deux états. C'est exactement ce qu'on vient de dire, et c'est Marc Aurèle, et c'est Thérèse de Vendée que j'embrasse qui nous envoie cette phrase. Merci François. Alors moi aussi, elle est un peu longue, on peut en faire double dictée. En plus, c'est un ami très cher qu'on a souvent reçu sur le plateau, peut-être que vous le connaissez, Thomas Dassembourg, qui est un des pontes dans la communication non violente et qui écrit « Notre bien-être ne vient pas de ce que nous possédons et de ce que nous faisons, mais de comment nous le vivons. Notre relation avec les êtres, les activités et les choses. » Voilà donc de Thomas Dassembourg, et c'est envoyé par Bruno de Nancy qu'on embrasse. Il nous reste voilà, quelques secondes, une petite minute. J'aimerais bien que vous ayez le mot de la fin, Marie-Estelle Dupont. Voilà, les familles dysfonctionnelles, les enfants parfois qui grandissent un peu tordus. Hein, finalement, c'est pour se redresser. Il faut se redresser parce qu'on n'a pas eu de tuteur. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ce matin pour terminer le mot de la fin ? Pour toutes les personnes qui ont du mal finalement à se sortir de ces blessures, de ces enfances qui restent un peu toxiques, parce que aussi les parents ne bougent pas, ils restent tels qu'ils sont et on ne peut plus attendre d'eux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, je crois qu'on était très synchronisés dans les messages. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des défis en fait. Et cette famille qui bouge pas, qui est sclérosée, en fait, vous n'êtes pas là pour les sauver. Vous êtes là pour faire votre chemin, accepter les pertes. Il y en aura beaucoup, les pertes de compréhension, beaucoup de jugements, etc. Mais c'est ok parce que vous allez construire votre propre vie, votre propre famille, votre propre relation à vous-même, qui sera elle une relation paisible et saine en fait. Et si on commence par être déjà sain avec soi-même, forcément SAIN, peut-être pas SAINT. C'est quand même très ambitieux. Forcément, petit à petit, c'est l'effet du colibri, ça va irradier autour de nous et on va créer des liens sains. Donc voilà, si le passé n'est pas OK, moi j'ai une famille dans le passé pas OK et mes 3 fils s'aiment entre eux. Donc on peut créer ce qu'on n'a pas reçu. Et en plus, la vie devient après une épopée. Absolument. Spirituelle. Il y avait une phrase, et je vais terminer sur ça. Et après C'est vous le mot de la fin alors, vous voyez ? Non mais quand on comprend que la vie est difficile, elle devient facile. Absolument. Voilà. Déjà, ça apaise un peu. Et on va s'arrêter là, parce que là, on a débordé. Mais merci Marie-Estelle Dupont d'être venue. Merci à vous. Sofiane Gayat, merci infiniment pour votre lumière. Vin, qui rayonne de mille feux. Et vous Qui rayonne de 1001 feux. Oh là 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 là, j'adore. Et où est votre tapis volant ? Merci à tous, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, même jour, même heure, parce qu'on est encore là la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, faites-vous du bien, beaucoup de bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Vinote, cette lumière là. C'est pas moi ça. Le bleu, c'est vous. Le soleil. Ça va ? Ça va. Pour la première télé en fait. Première télé. Radio, quelques radios, mais... Bravo. Remettez pas ça dans le Il n'y a pas pot. besoin de média Vous training. pouvez la Non, garder. pas dans le pot. Ça va. Regarde. Très bien. Super. Bien. Chouette. Merci à Marie-Estelle. Merci Karine, merci à vous. Merci à vous. Un jour, je rêve que ça soit fluide et qu'on s'arrête même plus, qu'il n'y ait plus de coupe, plus rien.